Merci. Donc, moi, je ne connais pas beaucoup de choses sur la Grèce, donc je vais essayer de dire quelque chose très rapidement sur. Voilà. On peut faire un premier bilan de cette séquence qui a commencé au milieu des années 70 hein, et qui termine et qui continue aujourd'hui, donc 40 ans de gouvernance néolibérale et le rapport qui s'est instauré entre politique, État et capitalisme. Au début de cette séquence, il y a eu Michel Foucault a écrit un livre important hein, sur le libéralisme, l'essence de la vie politique, que tout le monde connaît. Et dans ce livre, et c'est un livre qui est intéressant, à en parler maintenant parce qu'il est un peu mis en discussion parce que ce qui se passe, je trouve, hein, même quelquefois de façon très radicale. Hein. Dans ce livre, Foucault fait une analyse du libéralisme. Il dit que le problème du libéralisme, c'est le problème de la gouvernance, de la gouvernementalité. Hein. Et il dit qu'il s'interroge continuellement, depuis son histoire, toujours le libéralisme, sur le fait que est-ce qu'on doit gouverner, est-ce qu'on doit, et en réalité la réponse est on doit gouverner le moins possible. L'autre, j'ai fait un résumé caricatural. L'autre point important, donc Foucault dit que le libéralisme c'est un dispositif de production de la liberté et production de la liberté pour la société contre l'État. Ça aussi c'est un peu caricatural, mais grosso modo, voilà, il dit comme ça. Et un autre point qui est intéressant qui va toucher le problème qui nous occupe, c'est qu'effectivement l'économie doit intégrer les dispositifs de l'État des droits, la loi. La loi doit servir, la loi comme formalité, doit servir pour réguler l'économie. Et de l'autre côté, une autre affirmation importante, il ne faut pas. Le gouvernement néolibéral, c'est un gouvernement qui n'intervient pas du point de vue économique, il peut intervenir massivement du point de vue des lois, justement juridiques, mais pas du point de vue économique. Donc, ça, ce n'est pas les affirmations de Foucault, c'est le point de vue des néolibéraux. Mais cette idée est traversée à cette idée que le libéralisme présente un problème intéressant pour les politiques. On peut dire que tous les points que je viens d'énumérer ont été ébranlés par la crise qu'on est en train de vivre, hein, parce qu'effectivement, la gouvernance rentre dans les détails, elle gouverne tout en réalité, hein, elle gouverne de façon très spécifique, elle rentre, et même, elle impose aux États des lois. Les lois ne sont pas des lois formelles, ce sont des lois prescriptives. Hein. Les lois formelles doivent seulement énoncer une règle du jeu général à l'intérieur de laquelle la liberté de l'acteur économique et social se déploie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se développe. Elle est prescriptive, elle décide. C'est comme un état planificateur. Et cette planification, si vous voulez, ou cette gouvernance, elle s'étale sur 20 ans, 30 ans. Hein. Les plans qu'on devrait être en œuvre cette année pour rentrer, pour récupérer cette histoire de la dette, c'est sur 20 ans. Donc le problème, c'est peut-être que mais c'est pas qu'il y a eu un changement qu'avant c'était différent. Je pense qu'il a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu un changement radical. Avant, il y avait cette volonté de ne pas gouverner et aujourd'hui, il y a cette gouvernance méthodique et invasive. C'est que peut-être ça a été toujours comme ça. Hein, que le capitalisme n'a jamais été libéral en réalité. Hein. Il a été toujours capitalisme d'État. Et que d'une certaine façon, les libéraux, c'est une forme de subjectivation du capitalisme d'État. Hein? C'est pas autre chose, je pense. Hein? Et ça, je pense que la crise est en train de vérifier ce point de vue. L'illusion, c'est une illusion, c'est du libéralisme comme alternative, justement, au capitalisme d'État. Je répète, les libéraux sont... Et là, la crise... On voit comment les choses se sont agencées. Les libéraux c'est une forme de subjectivation du capitalisme d'État. Une subjectivation différente de celle du fascisme, évidemment, différents types de libéralisme, mais c'est toujours lié à cette dynamique. Parce qu'en réalité, la théorie et la pratique libérale sont été toujours une théorie, une pratique oligarchique, hein, contrairement à ce qu'il nous dit, elle était toujours liée à la propriété. Pour les libéraux, depuis toujours, hein, les droits, la liberté est toujours liée à la propriété, elle n'est pas liée à autre chose. Hein. C'était même
les libéraux modernes, hein, même les libéraux anciens, considèrent que cette liberté et ces droits concernent peu de monde. Hein. C'est seulement le mouvement ouvrier qui a introduit les droits pour tous. Hein. Ça, il faut le dire de façon très claire. Le suffrage universel, c'était les barricades de 48, ce n'est pas les libéraux qui l'ont proposé, le droit de vote, et ainsi de suite. Hein. C'est une chose qu'il faut. Parce que là, on voit cette, disons comme ça, cette fondement oligarchique remonter. Remonter de façon très très forte. Hein. Et c'est réimposé. Et c'est le rapport entre libéraux et propriété devient fondamental, seulement que là, la propriété, c'est des propriétés un peu différentes. Et là, on revient à un autre point important, c'est que ce tournant, au milieu des années 70, il est organisé autour d'un déplacement de la stratégie capitaliste. Hein. La stratégie capitaliste abandonne la relation capital-travail sur laquelle elle s'était constituée, hein, elle passe à une gestion financière. Hein. Comme j'essaie de dire dans mon petit livre, hein, c'est la relation débiteur-créditeur qui devient fondamentale. Hein. Ce n'est pas que la relation capital-travail disparaît, mais à travers la dette, à travers la gestion du crédit d'abord et de la dette, crédit-dette c'est la même chose, ça dépend de quel point de vue vous le regardez, hein. C'est à travers cette relation qu'on essaie le capital essaie de l'organiser complètement. Hein. Pratiquement la lutte des classes. Hein. Il y a un déplacement de la lutte des classes qui est fait à partir de cette réorganisation qui part de la finance et donc de cette relation, qui permet effectivement d'avoir une mobilité transnationale. Hein. Ça reste comme ça, le capital a réussi effectivement à déplacer complètement, à sortir, hein, de l'emprise qu'avait le mouvement ouvrier avait réussi à mettre, hein, sur la relation capital-travail. Il sort, hein, et il y a tout ce qu'on connaît, de localisation, la Chine et tout ça. Mais aussi à l'intérieur de la société, c'est une dynamique à travers la finance, on le voit très clairement avec la dette. Hein, c'est un mécanisme de gouvernance qui est immédiatement social. Hein, il n'est pas concentré sur un groupe social spécifique, mais ça concerne la société dans son ensemble. Hein. Le fait qu'on ait tous endettés, que la dette publique, hein, met en place un modèle de gouvernance qui est transversal à la société. Ces deux mécanismes sont des mécanismes importants. Donc, dynamique transnationale, dynamique sociale, à travers l'utilisation de la dette, ça a permis effectivement de déployer complètement la stratégie capitaliste qui a déplacé. Voilà, la gauche, comme on est réduit au fait qu'on voilà, est complètement déplacé parce qu'on n'a pas une stratégie transnationale. Et à niveau social, ben, on est encore organisé, avec les syndicats sont organisés encore comme syndicats des métiers. Vous voyez la différence entre les deux stratégies. Et la propriété, justement, la propriété a changé le sens de la propriété. La propriété, c'est plus la propriété des moyens de production, qui reste toujours importante, mais c'est pas ça. La propriété stratégique, hein, qui est mise en place par le capitalisme, hein, c'est pas cette propriété-là, c'est la propriété des titres du capital. Hein, c'est le titre financier qui devient important. Et là aussi, il y a une mobilité, si vous voulez, une déterritorialisation, une abstraction encore plus importante, hein, des gestions du capitalisme. Mais par contre, il y a une chose, toujours, j'ai critiqué un peu Michel Foucault, mais il y a des choses très intéressantes dans les livres Naissance de la biopolitique, notamment parce qu'il se passe maintenant, et pour la position de l'Europe. C'est le fait que Foucault, malgré qu'il ne reconnaisse pas que le capitalisme, c'est d'abord le capitalisme d'État, il démontre comment le modèle allemand, qui est celui qui a gagné, qui est en train de gagner à niveau européen, hein, c'est un modèle qui s'est construit de façon très particulière après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui c'est d'important? Foucault l'a décrit très bien. Il dit qu'effectivement, pour la première fois, l'État est construit de façon très différente de comme il s'était construit pendant des siècles en Italie, en Europe, excusez-moi. Hein. Il s'est construit à partir de l'économie. C'est l'économie qui va reformuler complètement l'État. Et ça, c'est très important parce que on a si vous voulez, une redéfinition du capitalisme d'État qui est faite à travers voilà, cette construction de l'économie sociale du marché, où il dit, le droit public, il est constitué par l'économie. On sort, après la défaite des deux États, les droits bismarckiens et les droits italiens, hein, l'État allemand est reconstruit, et il est reconstruit de cette façon. Si vous passez le modèle européen,
reconstruction de l'Europe est faite sur cette base. Hein. Il est fait sur cette base. C'est l'économie qui va fonder les institutions politiques. Donc beaucoup de gens disent par exemple effectivement que c'est un modèle qui ne marchera jamais, mais il marchera très bien comme il a marché en Allemagne. C'est-à-dire que c'est l'inverse qu'il faut penser. Penser qu'il faut un État qui a une autonomie et une super partes qui intervient dans la société, c'est une vieille conception, c'est la conception du 19e siècle. Là, on est parti dans une autre configuration du rapport entre capital, État et démocratie. Hein. Pour arriver à ce qu'a dit Merkel, dernièrement, il faut construire une démocratie pour le marché. C'est ça, hein, le résultat de ce processus. Mais il y a un autre problème que je voudrais toucher, donc, ça concerne un peu ce qu'on appelle la démocratie sociale de façon très bizarre, hein, c'est-à-dire ce que je considère l'objet précis de cette crise, hein, cette crise spécifique. En réalité, la crise, on a une crise depuis 40 ans, hein, ce n'est pas une crise, la crise c'est des formes de gouvernement. Il n'y a pas une opposition entre crise et croissance et sortie de crise. Hein. Il y a seulement une modulation différente de la crise. On va passer d'une intensité à une autre intensité de la crise. Le problème, ce n'est pas celui de sortir, on ne sortira jamais de la crise. Parce que la crise, c'est un modèle de gouvernance politique depuis 40 ans. Les gens qui, bon, avant, ça ne se passait pas comme ça, mais depuis 40 ans, la crise, c'est notre horizon. Il n'y en a pas d'autre. Et penser qu'on va sortir de la crise, c'est complètement idiot. Mais je voudrais dire deux choses. Qu'est-ce que c'est l'objectif spécifique de cette intensité, cet changement, cette intensification de la crise qui a commencé depuis 2007 à travers la crise de la finance, hein, la crise financière? Moi, je pense que l'objectif principal, c'est le welfare state, l'État-providence. C'est ça qu'ils sont en train d'attaquer. Ils sont en train de détruire partout. Hein. Vous voyez, dans les pays, donc l'Italie, la Grèce, ils s'attaquent à 4 piliers fondamentaux qui ont été pratiquement, en Grèce, ils ont été détruits, mais dans d'autres pays, ils sont en train de les faire de façon systématique. Donc, les retraites, hein, l'éducation, la santé et l'assurance chômage. Fondamentalement, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi ça? Moi, je pense qu'effectivement, les capitalistes avaient résolu pendant, disons comme ça, les relations capital-travail classiques, hein, ont été d'une certaine façon réorganisées pendant 30 ans, parce qu'effectivement, avec cette mondialisation, ils avaient réussi à déplacer complètement les rapports de force. Par contre, le welfare state avait une base nationale, et ça, ils n'avaient pas encore réussi à toucher de façon très radicale. Si vous lisez, par exemple, la refondation sociale du MEDEF, quand le MEDEF a changé, est passé de la direction des métallurgistes à service, hein, c'est là qu'il pose la question du Kessler, hein, cet enfoiré, et l'autre, des Foucault. Ils ont écrit cet article ensemble à l'époque. Comment ça? Eval, voilà, ils ont écrit cet article sur les fondations sociales ensemble. L'objectif fondamental, c'est le welfare state, hein, c'est l'État-providence. Hein. Et là, ils ont trouvé la façon pour aller au bout, c'est-à-dire de détruire cet aspect, cet moment de démocratie. Et pourquoi? Parce que, toujours en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un débat très intéressant au moment de cette reconstitution de l'État allemand. Hein. Et il y a un grand réactionnaire qui est intervenu dans ce débat, donc Carl Schmitt, c'est vraiment un réactionnaire, mais il a dit des choses très intéressantes. Hein. Il a dit que là, autour du welfare state, c'est concentré une part de guerre civile. Hein. Une guerre civile, c'est une guerre civile soft, hein, mais c'est une véritable guerre civile qui va se jouer, parce que le welfare state et l'État-providence, c'est un instrument de captation de la richesse sociale, donc à travers les impôts, et de redistribution fondamentale. L'objet, ce n'est pas ce qu'il nous raconte l'État minimum, l'État maximal. C'est pas ça le problème. C'est que les mouvements ouvriers, les femmes, les jeunes avaient réussi à mettre les mains sur ces butins, hein, d'une certaine façon. Et c'est ça qu'ils veulent enlever. Ce n'est pas le fait qu'ils ont un problème voilà, idéologique contre l'État. C'est qu'ils ne veulent pas, ils veulent effectivement que cette appropriation faite après la Deuxième Guerre mondiale, ils enlèvent les pattes, quoi, que les prolos enlèvent les pattes de l'État-providence. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, parce qu'effectivement, contrôler cette énorme
dispositif de capture de la richesse sociale, de redistribution, c'est absolument fondamental. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont fait ça, hein, parce que les politiques, la révolution financière s'accompagne de la révolution fiscale. Hein, et la révolution de la grande, c'est la redistribution fiscale à travers l'État-providence. Et là, ils sont en train d'aller au bout de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'arriver pratiquement, effectivement, le modèle social, hein, Draghi a dit le modèle social est terminé, il n'y a plus d'argent, et l'argent, il y en a plein. Hein, l'autre jour, il y a un article de la Financial Times, hein, qui racontait, il chiffrait combien d'argent, hein, les élites mondiales et les grandes entreprises et les banques ont mis dans les paradis fiscaux. C'est entre 13, le Financial Times, hein, vraiment, hein, entre 13 et 20 trillions de dollars. Hein, vous voyez, c'est la dette cumulée du monde entier, c'est 50 trillions de dollars. La dette américaine, c'est 1,6 trillion de dollars. Donc, l'argent, il est là. Il semble qu'il y est mobilisé. Hein? Trillion. Trillion. Moi, j'ai vu comme ça. C'était marqué trillion. C'est beaucoup. Donc, voilà, donc il y a les deux côtés, sur la démocratie politique et la démocratie sociale qui sont en train d'être complètement sapés. Mais il faut dire quand même que voilà que il faut reconnaître aux capitalistes. Là, dans mon petit livre, je fais une citation d'un grand financier américain qui dit effectivement il y a une guerre de classe en cours, hein, et nous sommes en train de la gagner. Et nous, par contre, on a un peu abandonné cette idée, qui est une idée fondamentale, qu'ils ont gardé eux, par contre, de façon très précieuse. Hein. Et donc, là, on a du mal à rattraper cette guerre qu'on est en train de... C'est-à-dire, on est sorti d'une certaine façon de penser la politique, de penser l'économie, et on a, je ne pense pas qu'on a tous les instruments théoriques pour faire face à cette... et politiquement aussi, on est très désarmé, je trouve, par rapport à ça. Hein, mais c'est arrivé dans d'autres moments de l'histoire du mouvement ouvrier. Il ne faut pas s'inquiéter, il y a une période de transition, effectivement, la séquence, disons comme ça, révolutionnaire, comme disait Badiou, est terminée dans les années 70. Hein, et là, effectivement, il y a une contre-révolution qui s'est mise en place. Et là, on a du mal encore à reconstruire cette capacité aussi bien conceptuelle que de mobilisation. Hein. Mais on voit que, je pense que, voilà, qu'on peut... Non, je suis un peu pessimiste à la réalité, donc... c'est pas la peine que je fasse un truc positif. Je suis un peu pessimiste à la philosophie, donc c'est pas la peine que je fasse un truc. On va s'en sortir. Donc voilà les deux, trois choses, si j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ça. Voilà, les deux, trois choses que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup Maurizio, et merci aussi pour être sincère. Et donc on va donner la parole à Vicky Scombi, qui est rédactrice en chef de la revue grecque à Lydia et qui co-organise. Merci. Merci. Pour les gens qui sont debout, au fond, il y a des places devant, donc mettre là. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un aspect très particulier de l'irruption de l'Europe dorée sur le paysage politique grec. L'Europe dorée,
les néo-nazis, à vrai dire, il faudrait dire les nazis grecs, qui ont fait aux dernières élections 7% et actuellement 12% au sondage. Je voudrais vous parler donc de la criminalisation de l'existence par l'Aube dorée, qui est présentée par eux comme une nouvelle forme, une forme contemporaine de la crypteia. Je vais m'expliquer tout à l'heure sur la crypteia. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas m'étaler sur les raisons de la montée de l'Aube dorée, pour la simple raison que tout à l'heure, Michael Levy va traiter la question, donc je pense qu'il va vous donner des réflexions et des élaborations très complètes, donc ça ne vaut pas la peine en plus qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc l'Aube dorée, après les dernières élections, a suivi une stratégie des pogroms annoncés et revendiqués comme tels contre les étrangers, mais pas uniquement contre eux, contre aussi tout un chacun qui ne satisfait pas les critères d'une pureté raciale hellénique et virile, c'est-à-dire ceux qui ont la peau un peu basanée, ceux qui sont métis, ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont roms, ceux qui se présentent comme des marginaux, des sociaux, etc. Pendant ces pogroms, des magasins sont saccagés et incendiés, donc femmes et enfants attaqués à coups de barres de fer, des poignards et des matraques, par des véritables sections d'assaut qui se définissent comme des sections d'assaut et se réclament comme des sections d'assaut. Donc par des sections d'assaut qui sont accompagnées de chiens dressés et qui sèment la terreur et qui laissent derrière eux des blessés graves, des handicapés à vie, voire des morts. Les morts, on n'en a pas un vrai recensement des morts, des gens assassinés par l'Aube dorée, pour la simple raison que la police a la très bonne habitude, quand même, de ne pas recenser les crimes racistes en tant que tels, les présente comme des crimes en motif de vol ou comme règlement de comptes entre bandes rivales, bandes ethniques, etc. On a quand même un recensement qui a été fait par l'Union des travailleurs immigrés et qui recense depuis le début de l'année 2012 jusqu'au début août 2012 500, je dis bien plus que 500 agressions racistes qui ont laissé les gens dans un tel état qu'ils ont dû être transportés à l'hôpital. Donc, migrants, c'est-à-dire migrants bloqués en Grèce, immigrés installés depuis plusieurs années, ou bien réfugiés et demandeurs d'asile tout fraîchement arrivés, tous ces mondes-là, à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu, peuvent être attaqués, même chez eux, même au moment où ils sont en train de dormir chez eux. Ils sont attaqués, non pas pour une activité qu'ils exercent, ils sont attaqués même pour ce qu'ils sont. C'est ça qui est crucial dans cette affaire-là. Ils sont attaqués aussi en toute impunité et très souvent avec la collaboration passive ou active. C'est plutôt le deuxième cas, la collaboration active de la police, des forces de l'ordre, qui se partagent la tâche avec les nazis dans, par exemple, cette fameuse opération des rafles qui s'appelle Xenios Dies, Zeus l'hospitalier, et qui est un usage très pervers, antonymique quand même, de cet attribut de Zeus. Et ce qui ressort en tout cas de ce type d'activité criminelle de l'Aube dorée, c'est un trait typiquement nazi qui est la criminalisation de l'existence en tant que telle, de l'existence pure. Car les migrants et les immigrés sont sommés à répondre non pas de leur activité, de leurs actes, de leurs idées, de leurs convictions, de leurs pratiques, mais sont sommés à répondre de ce qu'ils sont, du fait qu'ils sont, c'est-à-dire c'est là même leur crime. En même temps, leur être se voit réduit sous un trait d'appartenance ethnique ou religieuse qui les rend coupables. Donc,
cette criminalisation de l'existence est une caractéristique, comme je vous disais, typiquement nazie, et ça justifie entre autres qu'on parle de l'Aube dorée, non pas comme une formation de l'extrême droite, un peu radicale, un peu trop extrême, quoi, mais une formation vraiment nazie. Hein, et ça mérite d'être souligné. Mais cette criminalisation, elle va de pair aussi avec une tendance au sein de la société grecque, une tendance où les plus démunis, les plus vulnérables, les plus exposés, voient leur propre existence être frappée d'un soupçon d'illégitimité du fait qu'ils sont des exclus, des marginaux, des asociaux, ou encore des anormaux. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, car Dimitris Vergetis va en parler tout à l'heure du sort quand même de ces populations vulnérables et dont les droits à la vie est mis en doute. Ainsi, se faufile à l'horizon un spectre terrible, le spectre des êtres indignes des vies, c'est-à-dire de cette notion capitale de l'eugénisme nazi qui sont les Lebensunwertes Leben, les vies indignes d'être vécues. Et c'est cette notion-là qui donne l'autorisation, qui ouvre la voie vers l'autorisation à tuer activement, hein, comme fait l'Aube dorée, ou bien à laisser mourir par privation de soins, comme fait actuellement l'État grec à l'endroit des populations vulnérables. Et c'est justement cette notion-là nous rappelle comment, je vous rappelle par rapport à cette notion-là, comment elle avait qualifié les immigrés, Madame Zavoulia, députée de l'Aube dorée, qui les avait qualifiés de sous-hommes au Parlement grec. En même temps, et il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas que l'Aube dorée qui a employé de tels qualificatifs pour parler des immigrés, il y avait aussi la députée de la Nouvelle Démocratie, si je ne me trompe pas, Madame Papacosta, qui en a parlé en termes de cafards qui envahissent les pays. Bon, voilà, c'est pour vous donner une idée ou année au niveau du discours. Hein. Voilà. Et nous savons très bien où ça peut mener à part l'histoire du nazisme. Donc, j'aurais aimé aussi vous parler ce qui fait que de tels crimes sont plus ou moins tolérés quand même par la société grecque, mais je vais passer quand même dans ces développements parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais juste vous rappeler que quand même il y a des éléments qui ont préparé les terrains à ce qu'il y ait une certaine tolérance à cette violence criminelle à l'endroit des étrangers et qui sont quand même les discours xénophobes et plus récemment ouvertement racistes des gouvernements successifs. Et en même temps, les pratiques racistes, mais ouvertement racistes, discriminatoires, voire ségrégationnistes, des mécanismes étatiques comme la police, la justice, etc., avec la création, comme l'a rappelé tout à l'heure Claude Calam, la création de véritables camps de détention des migrants et qui, à vrai dire, par certains traits, rappellent quand même des camps de concentration et des camps où un immigré sans papier, mais aussi un demandeur d'asile, aussi des mineurs, des réfugiés et des mineurs peuvent être détenus pendant une période de 1 année et demie. Et dans ces camps sont enfermés des gens dont l'énorme majorité, la catégorie la plus grande parmi eux, c'est la catégorie qu'on appelle ni régularisable ni expulsable. Donc ça veut dire qu'ils sont voués à une existence dans cette zone grise des hommes sans statut et sans existence légale, c'est-à-dire ils sont exposés tout le temps à une surexploitation, et aux persécutions, et ils sont condamnés à vivre éternellement un cycle d'arrestation, enfermement dans les camps, libération au bout de 10 mois ou de 18 mois, un passage par une vie clandestine car ils n'ont pas de papiers, réarrestation, réenfermement et ainsi à vie. Voilà.
Donc ça, c'est important quand même de souligner. Et voilà ce qu'on pourrait dire pour l'incidence désastreuse au niveau de la société, au niveau des discours aussi, de ce qu'Alain Badiou appelle les non-séparateurs, qui sont des opérateurs de fausses oppositions, porteurs de discrimination et de ségrégation, qui travestissent la lutte des classes en lutte ethnique, voire par des glissements successifs en lutte des races. Donc, comme je vous disais, L'Aube dorée, pour justifier le droit de donner la mort en toute impunité, fait appel à une coutume spartiate qui s'appelle Crypteia. Mais avant de commenter cet aspect-là de la question, je voudrais juste vous rappeler, avec Dimitris Psaras, qui a écrit un excellent livre, pour l'instant uniquement en grec, La Bible noire de l'Aube dorée, que les Grecs de l'Aube dorée sont des Grecs importés d'un site très particulier, qui n'est pas un site antique, mais qui est un site très chargé historiquement, l'Allemagne nazie. Ce sont les Grecs de l'Allemagne nazie dont se revendique l'Aube dorée. Ce sont justement cette figure de la Grèce vue à travers les filtres de ce qu'on aurait pu appeler les philhellénismes nazis, et qui se réclament d'une identification imaginaire de la race germanique avec les Doriens, le peuple du Nord qui aurait, lui, créé par sa descente les miracles grecs. Donc, ils sont en quelque sorte leurs Grecs à eux, les Grecs de l'Aube dorée, sont des avatars de la mythologie nazie, du mythe nazi, pour mentionner les titres des ouvrages de Jean-Luc Nancy et de Philippe Lacoue-Labarthe, car on ne saurait pas, bien entendu, parler de la prétention d'une filiation et d'une continuité entre le nazisme et la Grèce ancienne, sans rendre hommage à l'apport extrêmement important sur cette question de Philippe Lacoue-Labarthe, et c'est lui qui a démontré comment le national-socialisme s'est efforcé de se constituer une identité et aussi un mythe d'origine par appropriation mimétique des Grecs. Mais malheureusement, je ne vais pas là m'étaler sur la question. Donc, je reviens sur cette question de la Crypteia, Cassidiaris, qui est un des chefs, un leader de l'Aube dorée, lors d'une cérémonie de rémémoration à l'hommage aux 300 de Léonidas, au Thermopyle, et devant la statue de Léonidas, a dit la chose suivante. Et nous attendons le moment de la grande contre-offensive, en suivant les traces de l'ancienne Crypteia, qui frappait sans bruit, dans l'obscurité totale et le silence, les ennemis intérieurs de la cité. Donc, de quoi s'agit-il lorsqu'il est question de la Crypteia? La Crypteia, est rapportée par Plutarque dans sa vie de Lycurgue. Plutarque va s'appuyer sur Platon, Aristote et Thucydides. Et là, il rapporte une coutume spartiate qui consistait au fait que le gouverneur de la cité de Sparte choisissait parmi les jeunes gens ceux qu'il considérait comme les plus intelligents, il les envoyait en dehors de la cité et il les envoyait en leur donnant juste quelques vivres, un poignard et rien d'autre. Et ces jeunes-là, il était censé pendant le jour se tenir cachés, dispersés dans des lieux secrets, et pendant la nuit, ils sortaient, ils descendaient sur les routes pour égorger toute ilote qu'ils rencontraient. Donc ils avaient le droit de tuer en toute impunité les ilotes qu'ils racontaient, et même ils faisaient des fois des expéditions dans les champs, en dehors des routes, pour tuer les plus robustes et les plus braves parmi les ilotes. Et Aristote, toujours d'après
Plutarque, il rapporte que les efforts, au moment où ils prenaient leurs fonctions, pour que cette mise à mort, ces assassinats puissent se faire d'une façon légale, sans souillure, sans crime, il proclamait d'avance, les efforts proclamaient d'avance la guerre aux Ilotes, donc leur mise à mort était dans la règle, en quelque sorte. Donc il y a plusieurs interprétations possibles de cette coutume-là. Je vais juste maintenir très rapidement à ce que dit Vidal Naquet dans Les Chasseurs Noirs, où il parle du chasse aux Ilotes, du crypte, c'est-à-dire celui qui était le jeune qui était en train de s'engager dans cette pratique d'assassinat des Ilotes, était un chasseur aux Ilotes. Donc, il parle aussi d'une sauvagerie provisoire mais socialisée et politisée, dans la mesure où elle sert directement au maintien d'un ordre politique et social, au maintien par tous les moyens d'un État policier contre les révoltes récurrentes de la population asservie des Ilotes, de la Messénie et des esclaves. Ceci étant, dans ces contextes-là, mais sans doute Claude Calam serait beaucoup plus à mesure de vous en parler que moi-même, dans ces contextes-là, la crypteille s'est pratiquée quand même dans un certain cadre. Il y avait un cadre politique et je dirais même un cadre institutionnel minimal pour la pratique de la crypteille. Il y avait quelques règles rudimentaires, en tout cas, à respecter. Tandis que pour les expéditions criminelles de l'Aube dorée, il n'y a aucune règle. La seule règle, elles peuvent avoir lieu en toute heure, en tout lieu. La seule règle, c'est que les rapports de force doivent permettre quand même que ça puisse avoir lieu sans trop de dégâts pour la vente de l'Aube dorée. Mais même ces pseudo-empreintes à l'Antiquité étaient une empreinte, non pas directe, très probablement à Plutarque, c'est au moins l'hypothèse que fait Dimitris Psaras, mais non pas une empreinte à Plutarque alors, mais une empreinte en deuxième degré, et notamment au deuxième livre d'Hitler, qui a été publié après la guerre, et dans lequel Hitler érige Sparte au statut du modèle du Troisième Reich, Sparte étant pour lui le premier État raciste et racialement pur. Voilà, donc en quelque sorte, c'est avec l'Aube dorée, on n'allait pas encore vraiment arriver à une politique eugénique d'extermination massive d'êtres inférieurs, mais on est au stade de l'introduction à cette politique-là. Très rapidement, quand même qu'on n'est pas resté juste à ces constats trop pessimistes, voilà, très rapidement, quelques suggestions comment faire face à ces désastres déjà en marche et déjà annoncés. On pourrait apporter des réponses sur trois niveaux. Une réponse locale qui déplacerait les terrains de la confrontation du national au social, et qui serait le renforcement et la multiplication des initiatives de solidarité sociale aux plus faibles, une solidarité sur la place d'auto-organisation en réseau, horizontaux, autogérés, c'est-à-dire une solidarité qui s'adresserait à tous sans aucune exception et qui casserait ainsi l'isolement des plus faibles et pourrait mettre en acte une égalité des faits entre les autochtones et les immigrés à partir d'une solidarité des positions. Sur un plan plus global, plus européen si vous voulez, il faudrait déplacer la ligne de démarcation du Front National vers les transnationales et vers les niveaux européens par la création des mouvements européens de lutte pour la démocratie, la justice, le partage et la redéfinition du commun. Peut-être que là, je vais juste lancer l'idée très rapidement, ce que nous faisons ce soir, qui s'inscrit, comme je vous disais, dans la suite de la rencontre, débat du 31 mars 2012 à la cartoucherie, on pourrait, à partir de ces rencontres-là, constituer une sorte de comité ou de forum, si vous voulez,
afin que nous ayons une présence plus régulière, des rencontres plus régulières, et qui pourraient se faire d'une façon en alternance ici à Paris, ou bien dans une autre ville européenne, à Athènes, ou à Lisbonne, ou à Madrid. Donc constituer à partir d'aujourd'hui une sorte de réactivation sous un autre nom probablement de ces comités qui est resté un peu en hibernation à partir de la rencontre du 21 mars du second le peuple grec de ses sauveurs, donc, et relancer les débats en quelque sorte sous la forme d'un séminaire qui va se rencontrer régulièrement. Si je peux prendre encore juste une petite minute, une toute dernière suggestion, il me paraît qu'il est urgent de réélaborer et d'affirmer avec force et l'universel qui ne serait pas constitutif d'exclusion, qui ne serait pas constitutif d'une totalité fermée et qui ne serait pas quand même sous des principes d'inclusion induisant des exclusions. Peut-être par un usage hérétique de l'universel, des quantificateurs universels, du pour tous, peut-être aussi par un passage, une élaboration sur un universel qui ne s'appuie pas tellement sur les quantificateurs universels, qui dit tout x, donne à tout x un prédicat, mais qui affirme les pour tous, et non pas la prédication de tout homme. C'est-à-dire un universel qui ne serait pas un universel de prédication identitaire, qui ne dit pas tout homme est ceci et cela, mais qui dit c'est que la société doit à tous, c'est que vaut pour tous. Et peut-être un exemple d'une telle proposition qui prend une valeur de vérité en quelque sorte du fait de sa profération et pas du fait d'une appartenance ou d'une identité, et justement cette proclamation de solidarité des positions par les mots d'ordre que vous connaissez très bien, et qui déplace les prédicats grecs du terrain identitaire, les mots d'ordre, nous sommes tous des Grecs. Merci.